Le nom du château est Castel di Pugna. Pugna en latin c'est la bataille. Okay. Parce qu'ici, il y a beaucoup de batailles pendant le Moyen Âge entre les Florentines et les Sénises. Castel di Pugna, c'est aujourd'hui un simple bâtiment, un vignoble classé et aussi notre hôtel d'où l'on découvre cette vue magnifique sur Siena. Une cité perchée sur sa haute colline, accessible par des ruelles en forte pente, entre de très hautes et sévères maisons pour atteindre le cœur historique. Ici, une colonne avec la louve légendaire, car Siena aurait été créée par Sénus et Ascus, fils de Rémus, fuyant la colère de Romulus. Et là, la célèbre Plaza del Campo. C'est en rivalité avec Florence que, pour montrer sa puissance, Siena construit au début du XIIe siècle, avec d'énormes travaux, cette place magnifique. Sa forme rayonnante accueillera admirablement le Palazzo Publico, construit de la fin du XIIIe au milieu du XIVe siècle, avec l'impressionnante tour del Manga de 102 mètres de haut et un aménagement intérieur luxueux pour le gouvernement. Cette immense place va encore se parer au début du XVe siècle de la Fonte Gaia, une fontaine dont les délicates sculptures originales ont été remplacées par des copies. Au-delà des maisons qui l'entourent, tribune enviée des 2 courses annuelles du Palio, c'est le bijou architectural noir et blanc du Duomo qui nous attend. Au XIIe siècle, débute sa construction. Une nef de 90 mètres de long, des colonnes de marbre noir et blanc, des arches en plein cintre, et c'est en 1264 que la coupole sera terminée. Directement ouvert sur la cathédrale, curieusement, autour des 3 grâces dénudées d'une copie romaine, dans la splendide bibliothèque voulue par le cardinal Piccolomini, les fresques peintes en 1502 évoquent son œuvre ecclésiastique. Assez étonnant aussi, dans la cathédrale, ces petits fonds baptismaux et la sensualité des bas-reliefs qui racontent le péché originel. À l'arrière du Duomo, la descente d'un impressionnant escalier nous conduit face aux 3 portails du baptistère, une construction de style gothique et renaissance qui abrite ces magnifiques fonds baptismaux ornés des bas-reliefs en bronze, œuvre des plus grands sculpteurs de l'époque. Par exemple, ce magnifique ange de Donatello. On pourrait s'attarder plus longtemps sur les innombrables lieux et trésors artistiques ou historiques de la ville. Mais en la quittant, il y a aussi d'intéressants villages qui nous attendent, comme ici, tout près de Siena, à Monteroni d'Arbia, ce moulin fortifié du début du XIVe siècle, avec son énorme tour presque intacte. Et son moulin étang, dans cette région plate d'agriculture médiévale. Asciano, village acquis par Siena en 1285, conserve encore des murs de protection qui furent ensuite construits pour entourer la ville à cette époque. Beaucoup de maisons ont gardé leur charme médiéval et une promenade dans cette rue principale peu rechercher des touristes reste bien agréable. Buonconvento possède encore sa porte nord principale et une grande longueur de muraille, souvent menacée par le pillage et la guerre. En 1313, Henri VII, empereur d'Occident nommé par le pape, y est mort en conquérant la ville. C'était en effet une ville riche, bien exposée aux côtés doux des collines, avec la confluence de l'Arbia et d'autres rivières, une tradition agricole et une voie importante. Aujourd'hui, dans la douce couleur des briques, c'est encore une promenade très agréable. Montalcino culmine à 567 mètres. La difficulté des voies et escaliers d'accès nous le confirme. Une forteresse du XIVe siècle
invisible pour restauration, servit de refuge au gouvernement de Sienne lors de la conquête de Charles Quint en 1555. Aujourd'hui, devant église ou cathédrale, les touristes occupent les boutiques. San Quirico d'Orsia, un bien charmant village. Dès l'arrivée, une jolie chapelle et ses cloches apparentes qui nous accueillent. Une rue animée par les conversations des villageois et, à son extrémité, une pure collégiale romane, tout en pierre, construction rare en Toscane. Des portails harmonieux qui s'appuient sur des lions originaux et la bien belle image rose d'un sobre palais Renaissance. Pienza, un long cheminement en corniche devant un paysage de Toscane, nous conduit dans cette ville où un pape, Pie II, a fait au XIVe siècle de son village natal une ville épiscopale et un modèle de la Renaissance. Dans Pienza, aujourd'hui animée par une fête artisanale chatoyante, les palais et monuments classés sont peu visibles. Mais ils apportent néanmoins leur décor exceptionnel aux fromages, vins et autres merveilles gustatives italiennes qui s'étalent de toutes parts devant nous. Mais, en poursuivant un peu notre chemin à l'écart du cœur commercial, le charme de la ville médiévale réapparaît, avec cette porte percée dans les remparts, ou, tout simplement, avec ces jolies maisons oubliées de la fête. À Montepulciano, cette porte tout en bas de la ville, ne laisse pas présumer de tous ces aspects qui nous attendent. À droite de cette colonne qui est étrusque, un premier engagement sous cette voûte nous entraîne dans une ruelle aux discrètes maisons anciennes. Puis, c'est la poursuite du cheminement dans une autre rue, plus longue et plus austère, d'où émerge un premier monument. Et ensuite un panorama qui va nous dévoiler l'étendue de la ville. Elle s'étale sur une très grande longueur, vers une crête très élevée, qui culmine à 605 mètres. Par cette ruelle abrupte, c'est là que nous allons. Des constructions audacieuses, vertigineuses enserrent le sommet qui nous attend. Et l'on va encore grimper par cette ruelle étroite qui cache un souterrain du Moyen-Âge, où vieillit toujours le vin réputé de la ville, pour enfin émerger, voir la tour du Palazzo Comunal, la belle façade du Palazzo Nobilita Ruggi et l'étendue de la Piazza Grande. Très peu de touristes sont là, sans doute découragés par la fatigue de l'escalade, pour admirer ce magnifique puits monumental, coiffé de ces très belles armoiries sculptées. L'église, sur son sol très oblique, elle est ici surprenante par la rudesse de sa façade. Quant aux constructions qui l'avoisinent, elles sont élégantes et débouchent toutes sur des plateformes d'où le regard plonge sur un panorama magnifique. À Castellina in Chianti, nous sommes maintenant au nord de Sienne, dans le pays de Chianti. Deux portes fortifiées existaient autrefois aux extrémités de cette rue. L'une vers Sienne, l'autre vers Florence, détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant aux remparts, ils ont permis ici ce curieux tunnel pour soutenir les maisons qui l'enjambent. À son issue, il débouche sur la jolie place de l'église. Gaiole in Chianti, un rare village de Toscane qui n'a pas choisi un promontoire pour s'implanter, mais le bord de la rivière Maslone, favorable à sa prédominance commerciale. Aujourd'hui, ce sont les aménagements du cours de la rivière, profondément implantés dans le bâti, qui nous ont montré les quartiers pittoresques que nous attendions. La rivière est vide, mais dans cette vallée, c'est toujours une voie routière facile qui, à Gaiole, peut encore sortir ou traverser la ville.
Au nord-ouest de Sienne, à Monteriggioni, une ceinture fortifiée a été extraordinairement protégée. Tout autour d'un tertre, émergeant de la végétation ou des oliviers, reliant deux portes d'accès, une muraille de 20 mètres de haut et 14 tours pratiquement intactes ceinturent le village. Devant cette petite église romane, une placette et une petite rue sont dévolues aux touristes. Mais derrière les maisons, dans cette ruelle, à l'intérieur des murs, comme au pied des murailles curieusement désertées, on peut ici rêver au Moyen-Âge. San Gimignano est une ville importante où l'on peut voir un patrimoine moyenâgeux également sauvegardé. Dès l'extérieur, avec cette première porte ouverte dans les murs, comme avec cet autre accès massivement fortifié. Une porte que nous franchissons et qui nous offre aussitôt l'atmosphère monumentale, pesante et confinée de l'époque. Une impression qui va se renforcer en avançant vers les hautes tours qui apparaissent devant nous. Les regarder est un spectacle impressionnant, heureusement, car ici rêver n'est pas facile. Les touristes viennent en nombre pour les voir, libres ou surtout déversés par autocar tout au long de la journée. Sur la place où l'on arrive, la Piazza della Cisterna, ainsi nommée en raison de la présence du puits, une tour parmi les maisons qui l'entourent. Le lieu est noble et les façades des maisons et des palais sont moins austères. Aujourd'hui, on peut y voir des plantes et des fleurs. Ce passage conduit à la Piazza del Duomo où abondent les monuments audacieux, comme ce Palazzo del Podesta du XIIIe siècle, porté par une seule grande arcade. San Gimignano, dont l'origine remontait au IVe siècle, était une commune libre et puissante avant sa soumission à Florence en 1553. Comme en témoigne le nombre considérable des tours qui y furent érigées par les notables au Moyen Âge. Il y en avait encore 25 en l'an 1500. Aujourd'hui, 13 sont encore intactes. Volterra, une cité déjà municipium à l'époque romaine, sur ce territoire voisin de San Gimignano, à laquelle elle eut, comme avec Florence, à s'affronter, après un passé extérieur et intérieur tumultueux, peut montrer dans ses murs des témoignages de son histoire. Ici, le Palazzo del Priori, terminé au milieu du XIIIe siècle, où se réunissaient les groupes collégiaux partenaires des autorités, tantôt religieuses, aristocratiques ou bourgeoises, que le Palazzo Pretorio, autre monument de cette place, hébergeait. Cette ruelle, bien moyenâgeuse, c'est à l'église romane San Francesco qu'elle nous conduit. Sous nos yeux, le parc géologique étale les vestiges bien différents de l'acropole étrusco-romaine, au pied des maisons d'un autre quartier. Et aussi, sur le même site, ce qui fut les gradins du théâtre romain. Cette large avenue, au contraire moderne et commerçante, à ce moment sous la pluie, conduit à l'extrémité de la ville, d'où l'on pourra encore porter un regard sur l'étagement pittoresque des maisons. San Galgano, abbaye cistercienne, avait été décidé en 1218 pour le site, une vallée ensoleillée, et pour la présence de la chapelle déjà sanctifiée du jeune ermite Galgano Guidotti. L'architecture des bâtiments, aujourd'hui en ruine, laisse penser que, pour son activité, un moulin aurait même été envisagé. Né en France, le style gothique cistercien est sévère, car son objectif était la restauration de la discipline qui s'était perdue dans les monastères. Avec des alternances d'abandon et de reprise en raison de la peste, du pillage et d'une mauvaise gestion, allant jusqu'à la vente du plomb de la toiture, l'abbaye devra être abandonnée au XVIIIe siècle. Ce matériel rencontré rappelle la pérennité agricole qui fut celle de l'abbaye ruinée, laissée derrière nous pour rejoindre la chapelle voisine de l'ermite Galgano, canonisé. Un chemin rude, caillouteux, fatigant.
Il y en a qui montent en voiture. Hein. Ici, le saint se serait retiré jusqu'à sa mort, et la chapelle, consacrée en 1185, abrite une épée énigmatique fichée dans un rocher. Le chevalier libertin aurait refusé de renoncer aux choses matérielles à l'archange Gabriel qui le lui demandait, en affirmant « C'est aussi impossible pour moi que de planter mon épée dans ce rocher ». Et joignant le geste à la parole, l'épée s'est plantée au lieu de se briser. Follonica, une étape plus au sud, c'est uniquement pour répondre au désir de voir la mer. Et la rencontre avec ce petit port où tous les bateaux sont bien petits n'est pas décevante. Devant le port, les maisons évoquent encore l'ancien hameau de Massa Marittima qui existait jusqu'en 1923, avant de devenir Follonica, la première commune née sous le gouvernement fasciste, avec l'activité minière d'extraction de la pyrite et les aciéries. Une activité qui s'est totalement interrompue en 1960 avec son transfert à Piombino, ne laissant à Follonica qu'une simple vocation balnéaire, comme à tous les lieux de ce littoral. Grosseto, une grande ville, avec cette rue piétonne qui nous conduit vers la Piazza Dante et le Palazzo Aldo Brandeschi, néo-gothique, construit en 1900, qui fait presque vrai, à côté du Duomo San Lorenzo, avec sa belle polychromie géométrique. Deux monuments qui vont retenir notre attention avant notre dernière et très grande rencontre, là où est née la Renaissance, Florence, Firenze. La ville bâtie sur l'Arno voyait son pont régulièrement emporté par les crues jusqu'à ce Ponte Vecchio, avec ses échoppes qui existaient déjà, et toujours en place depuis sa construction au XIIIe siècle, il y a près de 700 ans. Au XVIe siècle, le grand-duc Cosme de Médicis y fit construire le long couloir rectiligne que l'on y voit, pour joindre son palazzo ducal aux offices, bâtiments des bureaux, afin d'éviter les ruelles peu sûres. Le Ponte Vecchio faisait partie du dispositif de défense de Florence. On le voit sur la rive droite. Mais si aujourd'hui la foule entrant par la rive droite ou se déversant par la rive gauche est celle des touristes, à l'époque, l'animation était également importante. La plupart des échoppes qui s'y trouvaient étaient tenues par des bouchers, des charcutiers, des poissonniers, qui déversaient leurs déchets directement dans l'Arno. Puis sont venus les tanneurs, qui utilisaient l'urine de cheval. C'est pourquoi, à la fin du XVIe siècle, le grand-duc Ferdinand Ier de Médicis, incommodé par les odeurs nauséabondes et le vacarme, les bannit du Ponte Vecchio et autorisa 50 joailliers et orfèvres à s'y installer. Certains de leurs descendants sont encore parmi ceux qui officient sur le pont aujourd'hui. Après le Ponte Vecchio, nous nous dirigeons vers le Palazzo Vecchio, un palais-forteresse construit à la fin du XIIIe siècle. Mais pour l'atteindre, il faudra d'abord traverser la Piazza della Signoria avec toutes ses statues. Allons vers celle de Côme Ier Médicis. Il a voulu une statue équestre, comme l'empereur romain Marc Aurèle, car après la fondation de la dynastie Médicis par son ancêtre Côme l'Ancien, initiateur de la Renaissance, c'est lui qui a réussi à dominer Sienne et la Toscane. La statue, elle est là, devant ce puissant Palazzo Vecchio, où il s'est installé. Un palais si haut, avec ses 94 mètres, si imposant, si massif, que lorsque l'on est à sa base, il est bien difficile de le voir en entier. La Galleria della Signoria est une galerie couverte où la seigneurie, composant le gouvernement, organisait ses cérémonies. Aujourd'hui, elle est utilisée pour y exposer des statues. La plus célèbre, tenant la tête coupée de Méduse, c'est Persée, de Benvenuto Cellini, qui représente 10 ans de travail. En traversant cette petite place, joliment florentine,
mais encombré des abris rudimentaires de sollicitations aux touristes. Puis cette petite rue, aux façades étirées, nous rejoignons la place de l'église Santa Croce, construite au XIVe siècle avec l'argent des riches banquiers, espérant ainsi s'affranchir de leurs péchés d'usurier. Puis ce sera un autre quartier, celui du Duomo, où l'on rencontre d'abord le baptistère, avec le chef-d'œuvre de sa porte de bronze, réalisé sur le vœu des Florentins pour se protéger de la peste. Le sculpteur Gilberti y consacra 20 ans de sa vie. Il s'est inspiré des thèmes de l'Ancien Testament. Face au baptistère, c'est le Duomo, une merveille d'ornement et de couleurs, engagé au XIVe siècle pour dépasser Pise et Sienne. Curieusement, la façade ne fut conçue qu'au XVIe siècle et terminée au XIXe. Quant à l'immense coupole, construction abordée avec désespoir, les solutions ingénieuses de Filippo Brunelleschi ont permis d'achever dès 1436. Le campanile est certainement le plus beau clocher construit au Moyen-Âge. Commencé en 1342 sous la direction du peintre Giotto, et après sa mort par 2 autres architectes car les plans existaient, il sera terminé dès 1359, avec une hauteur de 84,70 mètres, apportant des solutions pour permettre l'installation des cloches et le passage des corps. L'intérieur de cette église, 4e plus grande d'Europe, est un peu triste et semble surtout vouloir frapper l'esprit par les dimensions. Une austérité animée par cette richesse de détails sous la coupole. Et la richesse de la façade tardive, dénigrée par les puristes, pourtant pas si éloignée des décors de Giotto et de ses successeurs sur le campanile, elle ne nous laisse pas insensibles, tout comme les bronzes des portails, qui répondent si bien à ceux du baptistère. Ils sont un excellent prologue aux œuvres d'art exceptionnelles qui nous attendent, Galleria degli Uffizi, la galerie des offices, ancien bureau de Combe Ier, un des plus grands musées du monde où les œuvres sont dues à la famille Médicis. D'immenses couloirs, 45 salles avec les plus grands noms de l'histoire de l'art, mais où celle des œuvres de Botticelli, pour le public comme pour nous, est exceptionnelle. Comme cet autre étonnant souvenir, ce Ponte Vecchio, curieusement visible ici, lui aussi, sous son plus bel angle.